Bonjour, mes chers amis français et de toute la droite ici rassemblés, merci beaucoup pour votre accueil et merci d'être venus si nombreux à cette première édition qui, je l'espère, en appellera de très nombreuses. Car moi, je suis très heureuse ici d'être à la Convention de la droite. Je ne crois pas du tout, contrairement à ce que certains ont déclaré aujourd'hui, que tout soit écrit par avance. Je ne crois pas d'ailleurs au sens de l'histoire, de manière générale. Et bien au contraire, je crois que le grand basculement politique auquel nous aspirons ici ensemble s'opérera précisément par ce type d'initiative, par la multiplication des îlots de résistance au sein de la société civile. On a régulièrement parlé d'Antonio Gramsci aujourd'hui, puisqu'il faisait référence à l'hégémonie culturelle. Eh bien, Antonio Gramsci a écrit un texte magnifique qui s'appelle « Je hais les indifférents ». Eh bien, je crois que nous devrions relire ce texte, parce qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui parlent et ceux qui font de la politique. Ici, nous sommes des actifs. Nous venons précisément combattre les indifférents et les passifs. N'attendons pas une future victoire institutionnelle pour prendre nos responsabilités et nous engager. Elle viendra bien sûr, cette victoire, mais uniquement si nous l'avons préparée, et cela demande beaucoup de temps et beaucoup de méthodes. N'attendons pas que l'État nous sauve. Aujourd'hui, il est phagocyté par une idéologie et des intérêts qui sont contraires à l'intérêt national. N'attendons pas non plus l'homme providentiel. L'homme et la femme providentielle, c'est chacun et c'est chacune d'entre vous. C'est aujourd'hui des initiatives comme la Convention organisée par l'Incorrect qui agit dans les médias. C'est Racines d'Avenir qui agit en politique. C'est le Cercle Audace, le collectif patriote des jeunes entrepreneurs. C'est aussi mon équipe avec l'ICEP, cette école qui ambitionne Il y a des étudiants dans la salle, c'est pour ça que ça applaudit. C'est aussi l'ICEP qui humblement cherche à proposer une alternative au système éducatif en place et à former une nouvelle génération de dirigeants au service de leur pays. Et crois-moi, Robert, pour te répondre, nous aussi, parfois, on se sent seul dans ces initiatives. Et moi, je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas de petite résistance. Et je crois, et je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'il ne faut pas attendre notre rédemption des seuls partis politiques. Créons des associations, montons des écoles, entreprenons français, consommons français, apprenons notre histoire, défendons notre langue, comme ça a été brillamment dit dans la conférence précédente. Sauvons tout ce que nous pouvons sauver. Parce que la France, ce ne sont pas seulement des institutions, ce n'est pas seulement un régime politique. La France, c'est nous. Elle vit en nous, elle existe par nous, et elle existera demain par ce que nous aurons su recevoir et ce que nous aurons su transmettre. Alors, bien sûr, j'entends les impatiences et les frustrations. J'entends ceux qui veulent agir à tout prix, tout de suite, pressés par le temps, angoissés par les mots qui nous frappent et qui, c'est vrai, s'accélèrent. Mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier? Ce que nous commençons aujourd'hui à faire avec la présence, disons-le, assez inédite, dans un même événement public, à la fois, et je le remercie, d'élus venant des Républicains et d'élus venant du Rassemblement national, entre autres choses. Avons-nous véritablement d'autres solutions que de reconstruire et de réunir par une vision de l'homme et de la société? Certains disaient que finalement la métapolitique n'avait aucun intérêt. Mais d'où partons-nous? Cela fait 30 ans objectivement que la droite ne réfléchit plus, ne raisonne plus et n'a plus grand-chose à proposer. Et donc je suis convaincue que ce travail des idées, il est évidemment un préalable indispensable à la victoire politique. Existe-t-il vraiment une autre voie que de passer par les cœurs et les intelligences des hommes de bonne volonté, d'où qu'ils viennent d'ailleurs? Nous devons bâtir, et c'est une exigence forte, sur le roc, pas sur des coups médiatiques, par les idées, par les loyautés, par les réseaux, par des élus locaux, par des soutiens financiers, culturels, intellectuels, et il y en avait beaucoup aujourd'hui,
par la confiance des entreprises, par l'appui de hauts fonctionnaires qui, eux, auront la capacité de réformer l'État, et bien sûr par des alliances en Europe. Et pour y parvenir, eh bien, la première étape, et c'est celle que nous avons conduite ensemble aujourd'hui, c'est de rompre définitivement avec la droite des experts comptables. Ce champ de ruines idéologique qui n'a comme seule obsession que d'apparaître moderne. Je ne comprends pas parce que je finis par me dire qu'ils ont totalement oublié les penseurs dont ils sont pourtant censés être les héritiers en appartenant à ce courant de pensée. Et je pense notamment à cette phrase célèbre de Gustave Thibon qui disait « Être dans le vent, voilà l'ambition d'une feuille morte ». Eh bien ici, nous avons de bien plus grandes ambitions. Et ce ne sont pas seulement des ambitions de droite, ce sont des ambitions françaises. La première, pour pouvoir avancer, étant déjà de ne pas se laisser intimider au pays de la raison par tous les délires politico-médiatiques du temps. Il n'est pas simple, disons-le, de faire preuve simplement de bon sens face à une actualité qui est devenue un véritable Gorafi géant. Et j'exagère à peine. Je pense que chacun d'entre vous a en tête des exemples pour illustrer le propos que je viens de tenir. Je vais simplement vous donner le menu de cette semaine pour illustrer, puisque ça fait maintenant une semaine, d'ailleurs précisément, que le chef d'État canadien s'excuse pour s'être déguisé en Aladdin il y a 20 ans de cela, sous le regard jubilatoire des associations antiracistes. Pendant ce temps, eh bien, nous avons les néo-féministes qui organisent un salon à Paris, encensé d'ailleurs par la grande presse de gauche, pour, je cite, « dénoncer l'hétérosexualité comme régime politique ». Pendant ce temps, Agnès Buzyn, c'est tellement cocasse d'ailleurs que ça a été rappelé et redit à plusieurs reprises aujourd'hui, qui, je le rappelle, est la ministre de la Santé, rien que ça, explique très sereinement sur un plateau de télévision qu'un père peut être une femme ou même une grand-mère dans le cadre du débat sur la procréation médicalement assistée. Et comme je vous le disais, ce sont des exemples réduits, puisque je ne vous ai servi là que le menu de cette semaine. Alors, quand je vois tous ces exemples, je reviens un petit peu sur les grands débats qui animent aujourd'hui les familles de droite, les familles nationales au sens large, et je crois que nous pouvons longtemps nous écharper sur les stratégies à mener ou sur les clivages pertinents à investir politiquement. Mondialistes contre souverainistes, populistes, conservateurs. Je crois qu'en réalité, il y en a un qui va mettre absolument tout le monde d'accord dans cette salle, quelle que soit leur origine politique. Ça m'apparaît être le clivage le plus central et le plus évident, c'est bien idéologie contre réalisme. Et face Alors nous avons une grande responsabilité devant l'histoire, puisque face à tous ces délires du camp progressiste, le camp des réalistes que nous sommes a le devoir de se concentrer sur les choses importantes, et précisément sur les grands défis du siècle, qui vont déterminer l'avenir et le bien-être de notre peuple. Alors j'ai, disons, arrêté 5 grands défis sur lesquels, selon moi, se jouera la place de la France au XXIe siècle. Le grand remplacement, le grand déclassement, le grand épuisement écologique, le grand basculement anthropologique et le grand affrontement des puissances. Le premier grand défi, le plus vital, est le grand remplacement. Ce compte à rebours démographique qui nous fait déjà entrevoir la possibilité de devenir minoritaires sur la terre de nos ancêtres, avec, pour corollaire, le grand ensauvagement d'une société multiculturelle qui se veut fracturée et violente. Alors je ne m'attarderai pas sur ce sujet car il a été très largement développé aujourd'hui, mais je me contenterai de dire que face aux droits des minorités, nous avons et nous devons opposer fermement notre droit à la continuité historique, notre droit à voir le primat de notre culture française avec tout ce que ça implique, contrairement à ce que semble penser M. Enthoven, qui considère que l'identité n'existe pas, eh bien, nous avons le droit d'opposer le primat de cette culture française sur des revendications politico-religieuses étrangères.
Alors j'adhère assez à ce que disait tout à l'heure Gilles-William Goldnadel qui exprimait l'idée que finalement nous avions gagné cette bataille culturelle puisque dorénavant même Emmanuel Macron, qui je le rappelle à l'époque avait défendu la politique migratoire d'Angela Merkel, qui avait accueilli près d'1 million d'étrangers sur son sol en quelques semaines, eh bien même lui aujourd'hui se sent obligé d'envoyer des signaux pour expliquer qu'il comprend la souffrance des Français sur ce sujet et qu'il souhaite y remédier. Alors je vous demande d'être attentifs, parce que derrière ces mots fermes, il n'y aura aucune rupture véritable s'il n'y a pas de réforme de la Constitution, s'il n'y a pas une refonte totale du Code de la nationalité, s'il n'y a pas de réforme de la politique sociale et la dénonciation d'un certain nombre de traités internationaux. Le tout en parallèle, et je vais dire un gros mot, de la mise en place d'une politique nataliste. Car je ne crois pas, et je ne crois pas que vous adhérez non plus, je ne crois pas que les peuples soient interchangeables, et bien que je crois fondamentalement à l'assimilation, je pense qu'il faut des conditions pour que cette assimilation fonctionne, et je pense en premier lieu que pour s'assimiler, il faut s'assimiler à quelqu'un et à quelque chose. Le deuxième défi, qui est largement d'actualité, du moins tous les samedis, c'est le grand déclassement. Celui que subit la France périurbaine et rurale, mais pas seulement. Aussi une partie des grandes villes, qui est en proie à l'insécurité. Combien dans cette salle de jeunes diplômés, probablement Bac plus 4, Bac plus 5, si ce n'est même plus, qui ont des difficultés à se loger dans ces villes, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois et qui ne parviennent pas à trouver un travail décemment rémunéré. Eh bien, cette situation que tout le monde analyse, finalement, n'est que le résultat d'un choix économique sciemment réalisé. Parce que depuis maintenant des décennies, la plupart des efforts ont été tendus vers la nouvelle économie. L'économie financière, l'économie de services, l'économie liée aux nano, biotechnologies, l'intelligence artificielle, qui, c'est vrai, est très largement concentrée dans les métropoles. Mais le pendant de cela, c'est que nos gouvernants ont renoncé à porter une stratégie vers une économie plus traditionnelle qui est pourtant pourvoyeuse d'emplois. Je pense notamment à l'industrie, à l'agriculture et à l'artisanat. Alors, cela est-il inéluctable? Une fois de plus, je ne le crois pas. Je crois à la réponse politique et je pense que 3 axes pourraient être investis face à ce phénomène de la France des 2 vitesses qui se développe. D'une part, baisser le poids des impôts et des taxes, mettre fin à une spoliation étatique, et je pèse mes mots, qui freine et fragilise prioritairement l'économie non délocalisable. Ce qui impliquera nécessairement de recentrer l'État sur ses fonctions régaliennes. Il faudra également réguler la concurrence internationale en imposant davantage la voix française, et j'y reviendrai plus tard, dans les négociations commerciales de l'Union européenne. Il faudra aussi, et j'insiste sur ce point, lancer une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Soyons ambitieux, plus ambitieux en tout cas que les progressistes aux affaires. Eux visent la France des 20 métropoles, la France des 20 villes-mondes, où ils se concentrent, eux et leurs amis, et où ils affirment avoir davantage de points en commun, en effet, avec parfois les habitants de Londres ou de je ne sais quelle grande capitale, plutôt qu'avec leurs propres compatriotes issus des territoires dits périphériques. Eh bien, je pense que nous pouvons au contraire viser la France des 100 villes, miser sur les villes intermédiaires pour remailler l'emploi sur le territoire et désengorger des métropoles devenues économiquement inaccessibles. Pour cela, nous devons mieux distribuer les crédits publics sur l'ensemble du territoire. Nous devons investir plus équitablement dans les infrastructures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous devons davantage distribuer de crédits de soutien à l'innovation et à la culture dans ces villes intermédiaires. Nous devons inciter à l'installation des entreprises qui n'ont pas vocation à se développer exclusivement dans les très grands centres urbains. Nous devons assurer l'accès au numérique et nous devons bien sûr maintenir une politique de transport équitable. Tout cela
est le simple résultat de choix politiques, d'investissements orientés différemment. Mais encore faudrait-il du moins sortir de cette fascination finalement politique qu'ont aujourd'hui nos élites pour ce modèle des grandes métropoles mondialisées. Le troisième défi est le plus omniprésent dans le débat public. Il s'agit et ça énerve beaucoup Laurent Alexandre, du grand épuisement écologique. Alors c'est vrai, notre environnement est épuisé par un modèle productiviste, imposé, et c'est là d'ailleurs la grande incohérence des écologistes, par la pression de la concurrence mondiale et un modèle de consommation devenu internationalisé. Des paysans qui se suicident, des champs devenus stériles à force de produire, des écosystèmes qui disparaissent saturés de déchets et de produits chimiques. Ce modèle, en plus de détruire, est un échec économique. Pour la première fois de son histoire, un rapport du Sénat annonce que d'ici 2023, la France pourrait importer davantage de produits agricoles qu'elle n'en exporte. Alors, je l'affirme aujourd'hui, l'écologie, en réalité, est un conservatisme. Préserver des paysages, préserver des terroirs, préserver des modes d'alimentation, tout ceci, en réalité, est un combat identitaire. C'est donc à nous de porter ce combat. C'est nous qui sommes légitimes pour porter ce combat, loin des lobbies, loin des effets d'aubaine, des éclats médiatiques, des grandes messes internationales, d'une fiscalité punitive aussi inefficace qu'injuste. Ce ne sont pas les internationalistes libre-échangistes à la Macron ou les zadistes antinucléaires qui pourront répondre de manière cohérente à ce grand défi. Merci. Nous sommes, je le répète, les plus légitimes à proposer des modèles économiques alternatifs qui encouragent à produire et à consommer local. Permaculture, biomimétisme, recyclage, système naturel de dépollution, création d'algoplastiques. Je vais vous dire, quand je vois toutes ces innovations technologiques qui avancent, je suis très très loin du catastrophisme ambiant et notamment de celui de Greta. Bien au contraire, je suis incroyablement optimiste sur ce que la science va nous permettre de révolutionner en termes de production et de consommation pour demain mieux respecter la nature. Mais tout ceci, et j'insiste une fois de plus, ne peut fonctionner que dans une logique de consommation locale, fondée largement sur l'initiative entrepreneuriale et dans le cadre, évidemment, de frontières protectrices. Alors l'actualité législative nous conduit au quatrième défi, le grand basculement anthropologique, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la question écologique que je viens d'évoquer. Et je ne saurais mieux dire les mots que Solzhenitsyn, ce qu'il déclarait à ce sujet. L'homme tel que nous l'avons toujours connu était le sujet de l'histoire. Aujourd'hui, il se transforme en copeau du progrès technique. Jusqu'alors, le progrès technique a toujours eu tendance à entamer la nature. Aujourd'hui, il commence à entamer la culture et l'homme. Je pense que ces mots de ce grand visionnaire, disons-le, résonnent particulièrement bien dans la société actuelle. Ainsi, le progressisme devient un technicisme, je dirais même un anti-humanisme, en transformant une économie de marché en société de marché. Dans ce temple de la consommation, les désirs deviennent des droits. Tout s'achète et tout se vend, de l'utérus à l'enfant. Alors, pardon, ceux qui nous qualifient de bioconservateurs, j'admets, j'avoue humblement, sans fantasmer sur le fait que ce soit mieux avant, que je souhaite, pour ma fille, une société dans laquelle l'enfant ne soit pas un produit à acheter, à commander, à consommer, à jeter d'ailleurs s'il déplaît. Je souhaite en effet ne pas être, moi en tant que femme, un produit à commander et à livrer. Et je dois dire que je goûte assez peu la promotion qui a été faite ces dernières semaines,
non pas tellement de la PMA, parce qu'en réalité cela est déjà acquis pour la plupart des progressistes, mais de la gestation pour autrui, que je trouve profondément indécente, et je le dis avec beaucoup de force, je trouve profondément indécent que des couples aujourd'hui qui sont allés sciemment violer la loi française, louer le ventre d'une femme, acheter un bébé, reviennent aujourd'hui avec ce bébé dans les bras, se défaussent de leurs responsabilités et nous accusent à nous d'être inhumains et de ne pas défendre le droit de l'enfant. Alors une chose est sûre, il ne faut pas se voiler la face, l'eugénisme et l'intelligence artificielle sont les prochains terrains de compétition des grandes puissances. La France a longtemps et souvent inspiré le monde, et je crois qu'elle a encore un grand rôle à jouer dans ce domaine, en servant d'éclaireur, en portant une société qui respecte et défend la dignité humaine, que voilà un grand mot. Et pourtant, c'est bien de cela dont nous parlons. Une société qui refuse la marchandisation de l'homme et de ses produits, qui préserve et développe le cerveau humain face à l'expertise des machines. N'ayons pas peur, les robots ne seront jamais des concurrents, au mieux des compléments. Si nous nous attachons à cultiver notre humanité, le libre arbitre, l'intelligence transversale, l'empathie, l'éthique, et la réponse à tout cela, elle se trouve tout simplement dans l'éducation. L'éducation à l'esprit critique, au raisonnement, à la culture générale, à la mémorisation, autant de choses aujourd'hui malmenées et oubliées dans notre modèle scolaire. Et la France a toutes les ressources intellectuelles, historiques, civilisationnelles, médicales, techniques pour répondre à ce défi. Un défi qui n'est pas seulement éthique ou moral, comme on essaye souvent de le réduire, mais un défi qui est aussi anthropologique, social et, je viens de vous le dire, éducatif. Nous avons rayonné par le passé pour l'égalité, pour la liberté, pour la démocratie. Eh bien, aujourd'hui, la France a le devoir de rayonner pour le grand combat de la dignité humaine. Enfin, le dernier défi, et non des moindres, le grand affrontement des puissances. La fin de l'histoire n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, des nations autrefois en sommeil réinvestissent le jeu mondial. La Chine et plus largement l'Asie, mais aussi la Russie, deviennent de plus en plus offensifs, tandis que les États-Unis défendent bec et ongle leur place. Le gouvernement ne semble pas comprendre que l'économie est aujourd'hui devenue le nouveau terrain d'affrontement des superpuissances. Il semble, comme les pacifistes en 1940, ne pas vouloir regarder et affronter l'adversité là où elle se trouve. Augmentation démographique mondiale, espionnage industriel, captation des entreprises stratégiques par l'étranger, mutation de l'actionnariat et délocalisation massive, hégémonie des GAFA sur nos données, nouvelle guerre du droit et du dollar, colonisation des terres agricoles et captation de nos ressources, pour ne citer que celles-ci. Cette énarchie des années 2000, actuellement aux commandes, avec son logiciel des années 90, car s'il y a bien des ringards sur le plan idéologique aujourd'hui, ce n'est pas nous, mais c'est bien cette caste aujourd'hui au pouvoir. Cette énarchie des années 2000 qui n'a pas d'autres ambitions pour nous que de nous transformer en nation de second rang, en protectorat américain, en musée à ciel ouvert pour tourisme de masse, cantonné à une économie de service. Eh bien pourtant, avec un peu de méthode, avec un peu de courage et avec un peu de patriotisme, nous pouvons retrouver une ambition de puissance. Alors c'est vrai, derrière la puissance, il y a, ça a été dit, la question de l'identité. Parce qu'avant de savoir ce que l'on veut, une entité doit d'abord savoir ce qu'elle est. Mais néanmoins, je suis intimement convaincue, et c'est en cela que je suis très optimiste et que j'ai confiance dans les hommes et la politique pour inverser la donne. Il suffit d'avoir la force de gouverner et simplement de concentrer nos efforts sur ce qui garantit notre indépendance et notre influence. Alors, 3 choses
l'armée, une armée de qualité. Et j'entends par là une capacité de projection et une industrie de défense qui sont toutes deux la garantie de l'autonomie de notre indépendance diplomatique pour mener cette diplomatie d'équilibre qui a fait que la voix de la France a été si longtemps et si dignement entendue par les autres nations. Notre présence sur les 5 continents, dois-je vous rappeler que la plus grande frontière française se trouve avec le Brésil. Notre territoire, notre géographie et la francophonie, qui nous offrent aujourd'hui des opportunités exceptionnelles mais inexploitées qui pourraient demain se retourner à notre avantage. L'échelle européenne, enfin. Je m'attarde un peu sur ce sujet car je sais qu'il fait très largement débat, à juste titre d'ailleurs, dans nos familles politiques. Je ne suis pas de celles qui défend bec et ongle l'Union européenne et je suis la première à admettre volontiers que c'est un projet mal pensé, mal conçu et philosophiquement délétère. Néanmoins, vous savez, en politique, c'est le terrain qui commande. Et le terrain, aujourd'hui, a créé des dépendances mutuelles dont il est difficile de se départir sans avoir préalablement reconstruit un certain nombre de choses au niveau national. Alors je vous le dis aussi très sincèrement, je ne crois pas une seule seconde que la réforme tant espérée, tant défendue, y compris par les européistes eux-mêmes d'ailleurs, passera par la Commission européenne ou par le Parlement européen. La réforme de l'Union européenne, elle passera par des stratégies d'alliance gouvernementale en vue de rééquilibrer le rapport de force avec l'Allemagne. C'est Zemmour qui avait eu un mot parfait sur ce sujet. Tout le monde, sur les plateaux de télévision, explique « oui, mais l'union fait la force ». Et l'union fait la force, certes, mais quand vous tirez la corde dans le même sens. Si vous avez d'un côté l'Allemagne qui tire vers là et la France qui tire vers là, bien évidemment que cette union, bien au contraire, devient une incroyable faiblesse. Et c'est là aussi où je suis très optimiste, puisque c'est la France qui a la clé du destin européen. C'est nous qui avons la clé. Depuis que l'Union européenne existe, la France n'a quasiment jamais été mise en minorité sur un texte qu'elle ne voulait pas. La réalité, c'est que notre servitude a toujours été volontaire. Les gouvernements successifs ont voulu accompagner, défendu, militer pour les politiques européennes qui se font aujourd'hui contre les intérêts français. Et nous avons les moyens, plus que quiconque au sein de l'Union européenne, de renverser ce système de l'intérieur. Nous sommes membres fondateurs. Après le départ du Royaume-Uni, nous avons la plus grande armée européenne. Nous sommes le seul membre permanent de l'ONU, les seuls à avoir la bombe nucléaire. Nous sommes la 2e économie. Nous sommes parmi les quelques contributeurs nets. Nous sommes une puissance universelle qui, d'ailleurs, voit bien au-delà du simple projet européen. Et avec tout cela, avec toutes ces particularités, nous n'aurions pas les moyens d'imposer notre voix dans le concert des nations européennes ? Nous n'aurions pas les moyens d'exiger de la Commission qu'elle se cantonne aux sujets stratégiques communs, comme par exemple la souveraineté numérique face aux GAFA, comme l'exigence de la réciprocité dans les échanges internationaux, en particulier avec la Chine, comme, s'il devait y avoir un seul avantage à cette monnaie, la transformation de l'euro en monnaie d'échange internationale face au dollar. La France n'aurait pas les moyens de faire ça, avec tous les atouts qui sont aujourd'hui les siens. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'en réalité, tout ça n'est qu'une affaire de volonté, de lâcheté et, disons-le peut-être aussi, d'intérêt. Donc, je le répète, puisque certains ont eu un discours un peu différent aujourd'hui, moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que, en regardant, en analysant tous ces sujets, je vois des voies de rédemption, je vois des axes à travailler, je vois des réponses politiques à apporter, et je ne vois absolument rien d'inéluctable. Néanmoins, je vois un obstacle, peut-être le principal d'ailleurs, qui se trouve dans cette petite musique du renoncement, cette tentation permanente du désespoir, ce sentiment de fatalité d'un combat déjà perdu. Alors, nous sommes censés, je l'ai dit tout à l'heure, être le camp des réalistes. Nous sommes censés être le camp des conservateurs.
Nous sommes censés être les défenseurs de la nation, de la famille, de la tradition, de l'autorité. Nous sommes le camp de l'expérience. Nous ne sommes pas le camp de la table rase. Nous avons l'humilité de nous retourner et de regarder ce qui a été fait par nos ancêtres de juste, de bon et de vrai, pour tenter d'en tirer les leçons et les transmettre à notre tour, humblement, à l'échelle de notre civilisation. Alors, par pitié, regardez derrière vous et ne soyez pas infidèles à votre histoire en vous abandonnant à cette facilité du renoncement. Vous qui êtes des Français patriotes, vous savez mieux que quiconque que la France a connu, c'est vrai, de terribles chutes. Mais elle a aussi et surtout vécu d'incroyables et sublimes résurrections. Je comprends évidemment qu'il puisse y avoir du doute, mais je ne comprends pas du tout qu'on puisse perdre espoir. Où serions-nous si les Français avaient perdu espoir après le traumatisme de 1870, après la saignée de 17, après la défaite de 40? Ah, sûrement, oui, ils ont douté. Probablement d'ailleurs encore plus que nous, dans les larmes, le sang et les lendemains sombres. Et pourtant, chaque fois, ces Français ont démenti l'avenir terrible qui semblait se profiler. Et nous, Français, avons une chance incroyable. D'une certaine manière, à la lumière de cette histoire, nous sommes condamnés à l'espoir. C'est une belle condamnation. Car, alors, je vous le dis tout de suite, pas un espoir béat et attentiste, mais un espoir d'action. Car les idées justes se renforcent à l'épreuve de l'action. Alors agissons. Agissons au-delà de nos petits intérêts catégoriels. Agissons chacun où nous sommes, selon nos talents et selon nos passions. Et demain, j'en suis intimement convaincue, nous serons au pouvoir. Je vous remercie.